Voilà, moi je suis Antonin, inculpé dans l'affaire du 18 mai dernier. Pour recontextualiser, le 18 mai 2016, sur la place de la République, un rassemblement de policiers était appelé par le syndicat de police Alliance, en plein milieu du mouvement social. Sur la place de la République, alors place forte du mouvement à travers Nuit debout qui s'y était installée déjà depuis plusieurs semaines. Alors que la place avait été expulsée pour laisser se dérouler ce rassemblement dont la thématique était celle de lutter contre la haine anti-flic, plusieurs personnes ont répondu à ce qu'on a considéré être une réelle provocation policière dans un contexte de déferlement des violences dans les manifestations et plus largement dans les quartiers populaires. Le collectif Urgence Notre Police Assassine, à l'appel d'Amal Bentoutsi, a appelé à un contre-rassemblement aux abords de la place. Contre-rassemblement qui a rassemblé plusieurs centaines de personnes et qui a été sévèrement réprimé puisqu'il a été interdit 45 minutes après l'heure légale du début du rassemblement. 45 minutes après, donc, les manifestants étaient repoussés, réprimés et repoussés aux abords de la place, d'où une manifestation spontanée s'est dirigée aux abords de la place et pendant laquelle une voiture de police a été prise à partie par la foule et incendiée. À la suite de cet événement, il y a eu un emballement médiatique et des prises de position politiques de tous bords. Emballement médiatique et prises de position qui ont conduit à l'interpellation de 4 personnes à leur domicile, 4 personnes dont je faisais partie, moi, mon petit frère et 2 autres de mes amis. Sur la base de notes blanches, dont on parlait tout à l'heure, notes blanches provenant d'un service de renseignement qui s'appelle la DRPP, la Direction des renseignements de la préfecture de police de Paris, et notes blanches qui provenaient d'une interdiction de manifester qu'on avait reçue la veille pour cette manifestation, interdiction de manifester donc qui est rentrée dans le cadre de l'état d'urgence, interdiction de manifester qu'on avait réussi à faire lever suite à un appel devant une juridiction qui avait déclaré que ces interdictions n'étaient pas légales. On a donc été ciblés comme étant des personnes ayant potentiellement participé à des violences dans le cadre de cette manifestation parce que militants antifascistes et parce que militants de franges déterminées de la jeunesse dans le mouvement social. On s'est retrouvé en garde à vue pour une tentative d'homicide volontaire sur agent dépositaire de l'autorité publique et on a été tous les 4 envoyés en prison. À la suite de ça, on est 3 d'abord à être sortis une première fois par une juge JLD, ça s'appelle juge des libertés de la détention, et mon petit frère a été maintenu en prison. Par la suite, j'ai été emmené en prison suite à un appel du parquet face à la cour d'appel et aux côtés de mon petit frère qui est sorti au bout de 2 mois. 2 mois pendant lesquels il était en prison aux côtés d'une autre personne qui était poursuivie pour les mêmes faits. Et moi, je suis resté 10 mois. 10 mois pendant lesquels il y a eu une lutte et une mobilisation, une lutte de par ma famille, de par mes proches, mais aussi sur le terrain juridique, où mes avocats déposaient des demandes de mise en liberté tous les mois, demandes de mise en liberté qui étaient acceptées à chaque fois par les juges des libertés de la détention, mais qui étaient perpétuellement rejetées par le parquet et par la cour d'appel, jusqu'à ce que ça finisse par payer et que je sorte le 28 mars dernier. Donc si je viens vous parler aujourd'hui, c'est parce que je souhaite continuer à prolonger le travail de mes parents et de mes proches en vue du procès qui va avoir lieu normalement le 20 septembre prochain. Et parce qu'il reste aujourd'hui encore 3 personnes en détention dans cette affaire. Donc moi je me suis vraiment reconnu dans ce qui se passe aujourd'hui avec le Front social et les mobilisations qui se créent avec la future loi travail et en particulier aussi avec des jonctions via d'autres luttes et notamment la soirée de ce soir à travers la lutte contre les politiques sécuritaires. Et je pense que c'est essentiel parce que mon affaire elle dévoile beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Déjà, elle s'inscrit dans le prolongement de politiques de répression qui ont été appliquées depuis toujours dans les quartiers populaires à travers justement la tentative d'homicide qui nous a été imputée, qui a été un chef d'inculpation qui a pendant longtemps été utilisé à l'encontre des révoltes des jeunes des quartiers populaires. On l'a vu avec l'affaire des frères Camara à Villiers-le-Bel. On le voit aujourd'hui encore avec Bagui Traoré, le frère d'Adama Traoré, témoin clé dans son affaire, qui est poursuivi pour tentative d'assassinat sur des policiers.
C'est aussi important parce que le 18 mai, ça a été les prémices de quelque chose, et ce quelque chose, ça s'est poursuivi dans les manifestations de policiers à l'automne dernier, d'une base de la police qui se radicalisait et qui devenait de plus en plus autonome, et qui ont réussi à se mobiliser pour avoir le droit aujourd'hui à la légitime défense, une nouvelle loi qui est en réalité un véritable permis de tuer des policiers, et pour légitimer tout ce qui se passe aujourd'hui dans les quartiers populaires. Et je pense que c'est essentiel parce que cette affaire aussi, elle se déroule dans une séquence qui est celle de l'état d'urgence. On en a beaucoup parlé ce soir et je pense qu'il faut en parler, mais il faut aussi dire que l'état d'urgence, il est appliqué en France depuis peu, mais d'où il vient l'état d'urgence? Il vient de la guerre d'Algérie, c'est la première fois qu'il a été appliqué en France, et surtout, où est-ce qu'il a été par la suite sophistiqué? C'est dans les quartiers populaires à l'occasion des révoltes de 2005. Et je pense que ça, c'est vraiment essentiel de le dire aujourd'hui parce que, effectivement, on subit l'état d'urgence. Effectivement, l'état d'urgence, il est en train de se répandre dans la société, il va être constitutionnalisé. Et je pense que, comme le disaient les intervenants tout à l'heure, on va tous en être les cibles très prochainement. Et ça a déjà commencé à être le cas à travers les interdictions de manifester, à travers diverses politiques qui sont mises en place. Mais il ne vient pas de n'importe où. Il est appliqué en France, ne serait-ce que depuis quelques années, à l'encontre de musulmans ou de musulmanes, ou présumés comme tels, qui subissent vraiment un acharnement réel depuis toujours. Et je pense qu'il y a vraiment un enjeu aujourd'hui de pouvoir aussi mobiliser ces personnes-là. Mais il est aussi appliqué à l'encontre des quartiers populaires. Je l'ai dit pendant les émeutes de 2005, il avait été déjà appliqué une première fois. Aujourd'hui, il y a une nécessité, comme le fait le Fonds social à travers sa mobilisation contre la future loi travail, de mobiliser aussi ces différentes cibles qui font face à la répression, parce qu'il y a un projet de loi offensif contre le travail et pour plus de précarisation qui va être mis en place en septembre. Il y a toute une bagarre qui doit s'engager pour qu'on puisse justement réussir à faire front et à faire face à l'offensive de précarisation qu'on attend, mais il y a aussi ce projet de loi sécuritaire qui arrive, ce projet de loi qui consiste à constitutionnaliser l'état d'urgence. Et c'est deux choses qui vont ensemble, parce que la répression et la précarisation, c'est des choses qui sont liées, et c'est des choses qui, sans cesse, reviendront et reviendront toujours, parce que pour précariser, on a besoin de réprimer, et parce que quand on réprime, il y a toujours plus de précarisation. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un enjeu, avec des collectifs issus des quartiers populaires, avec le Front social, avec des militants révolutionnaires, avec des militants syndicalistes qui subissent la répression, de s'unir et faire front, non pas contre la prochaine loi travail qui arrive en septembre, mais aussi contre ce projet de loi sécuritaire, parce que c'est deux choses qui sont liées, et c'est deux choses qui vont être vraiment des choses centrales dans la suite des luttes, et dans la suite des combats, et dans la suite de l'offensive qu'on est en train de se prendre dans la gueule, et qu'on doit maintenant stopper tous ensemble. Voilà, je vous remercie. C'est le massacre du 14 juillet 53. Juste un mot avant de passer la parole à Mika. Il y avait à l'époque, depuis le Front populaire jusqu'en 53, une tradition de manifester le 14 juillet contre le défilé militaire. Et il y a un massacre d'Algériens militants du MTLD avec les cortèges du mouvement ouvrier. 7 morts recensés officiellement, dont un de la CGT Métallurgie et 6 camarades algériens. Jamais aucune inculpation. Pas plus que des inculpations d'ailleurs pour Charonne ou les massacres des Algériens de 1961. C'est juste un rappel pour dire que la répression, comme le disait le film, malheureusement, elle vient de loin et elle fait bloc avec la lutte qu'on veut mener. Mika, si tu veux bien. Quelques instants. En ce moment qui me semble terrible et on a bien du mal à en parler, c'est Jean-Marc Rouillon qui est condamné à de la prison ferme pour avoir tenu des propos qui n'ont rien d'apologie du terrorisme. Il est condamné pour des propos que n'importe qui pourrait tenir en parlant de gens. Pour ceux qui n'ont pas suivi, lors d'une interview il y a quelques mois, il dit je suis opposant, je vous le fais en substance parce que je n'ai pas appris par cœur son texte, mais il dit je suis opposant aux gens de Daesh, politiquement c'est des ennemis, ces gens-là font des choses horribles, mais le commentaire qui revient le plus dans les médias c'est ce sont des lâches. Il dit bah non, leur reprocher beaucoup de choses, et je leur reproche beaucoup de choses, mais la lâcheté c'est pas ça qui s'applique. Et le fait qu'il n'ait pas voulu les qualifier de lâches fait de lui qu'il serait partisan, ou en tout cas qu'il pratique l'apologie de Daesh. C'est quand même complètement absurde. C'est un militant qui a déjà lourdement payé ses engagements, il a quand même fait 25 ans de prison,
et après qui l'État s'acharne en voulant qu'il retourne encore en prison. Et donc il a été condamné à nouveau. Donc il est aujourd'hui dans une procédure en cours de cassation. Mais je pense qu'il faut absolument que ça se sache. Il faut absolument qu'il y ait du soutien. On ne peut pas laisser condamner des gens comme ça, pour tout et pour n'importe quoi, au nom de la soi-disant lutte antiterroriste. Voilà, un point que je voulais aborder. Autre chose, ça a été dit, Anto l'a dit, les copains, d'autres copains et copines aussi, dans les quartiers, il y a en ce moment une pression particulièrement terrible. Alors il y a quelques cas dont on entend un petit peu parler parce que les violences sont sues. Mais sachez, nous autour de notre théâtre à Saint-Denis en ce moment, on est obligé de faire des rondes avec les habitants pour éviter que la police ne harcèle, parfois frappe, parfois emporte des gamins du quartier. Alors des gamins qui ont de 15 à 20 ans, mais et voilà, on est en train de s'organiser dans le quartier pour essayer de recueillir les témoignages des ados ou des jeunes adultes. On est obligé de se relayer pour aller sur le terrain de sport pour qu'il y ait des adultes présents quand la police arrive pour éviter que ça ne dérape. Et hier encore, à 1 kilomètre du théâtre, parce qu'il y avait des bouches d'incendie qui étaient ouvertes, des gamins se sont fait gazer, d'autres se sont fait frapper. Voilà, il y a une pression qui est mise en ce moment sur la jeunesse des quartiers, qu'il va nous falloir aussi aller voir, prendre en compte, faire avec eux, parce que on ne peut pas isoler la répression contre les militants de la répression contre l'ensemble des quartiers populaires, et en particulier leur jeunesse. Enfin, partout où il y a des gens qui luttent, et il faut les soutenir, on en a parlé, les camarades du Campanile m'ont dit « dis donc, nous on fait une soirée de mobilisation mercredi, il faut en parler s'il te plaît. » Donc mercredi 28 juin à 19 h, à la salle du patronage d'Aïc, dans le 15e arrondissement, il y a une soirée des travailleurs de Campanile qui sont en grève. Ils le sont depuis des semaines et ils ont bien besoin de tout notre soutien. Voilà, comme là, comme partout, puisque ça lutte, il faut y être. Et puis je voulais terminer, en plus de la manif du 1er juillet, en dire, voilà, on dit qu'il n'y a pas encore de prochaine date pour le Front Social. Je crois qu'il faut vraiment que ce soit la prochaine date du Front Social. Parce que oui, la lutte contre cette pérennisation de l'état d'urgence, il faut la mener. La lutte contre la fermeture des frontières, le harcèlement contre tous les réfugiés, qu'ils soient économiques, qu'ils soient réfugiés politiques, peu importe, il faut rappeler qu'on est nombreux à penser qu'ils sont les bienvenus et à se mettre en position de réelle solidarité avec eux quand ils arrivent, et systématiquement, là on le sait encore, quand ils subissent les formes de répression, les formes d'humiliation, le traitement totalement déshumanisé dont ils sont victimes. Donc oui, des dates, il y en a beaucoup. Jeudi, je pense qu'on sera nombreux pour le procès le rassemblement pour soutenir Gaël, qui lui a été harcelé par ses patrons cette fois. Et voilà, puisqu'on parle de patrons, eh bien, je pense qu'on sera nombreux aussi à aller emmerder le MEDEF au maximum. Moi, je passe en procès le 11 septembre à 8 h du matin devant le tribunal de Paris. Eh bien, voilà, j'ai l'avantage d'avoir comme adversaire le MEDEF. Eh bien, comme symbole et comme entité politique, c'est vraiment des gens que oui, je suis fier de les avoir comme adversaires. Et si c'est contre eux que je dois passer en procès, eh bien, allons-y.